à toutes et à tous. Merci de nous joindre encore une fois pour ce cycle sur la modération et les modérateurs de contenu. On arrive quasiment à la fin du cycle. On a 2 conférences aujourd'hui. Donc là, on a Serena Villata, que je présenterai dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, il y a Dia Kayali, cet après-midi, qui va intervenir sur d'autres questions liées au terrorisme, au contenu violent extrême. Et voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique qui a été abordée de façon un peu marginale, mais c'était volontaire lors des autres panels, à savoir le recours à l'intelligence artificielle, aux algorithmes, au machine learning, dans le cadre de l'activité de modération et plus généralement dans le cadre de l'activité des plateformes de réseaux sociaux qui nous intéressent de façon spécifique. Et donc aujourd'hui, pour nous présenter un peu ses travaux et ses perspectives sur cette question, on a le plaisir on va avoir le plaisir d'écouter Serena Villata, qui a déjà participé à d'autres travaux organisés dans le cadre du Lablex et de l'UBO, notamment le cycle sur la modération des contenus, enfin pas le cycle, la conférence sur la modération des contenus, approche confrontée entre les États-Unis et la France, l'Union européenne. Donc Serena Villata, tu me corriges si je me trompe, et directrice de recherche au CNRS. Donc, tu es directrice scientifique adjointe de l'Institut 3IA Côte d'Azur, titulaire d'une chaire sur l'intelligence artificielle. Et tu es membre de l'équipe de recherche INERIA I3S, WIMIX, je ne sais pas comment on le prononce, tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est exactement. Et voilà, donc tu es rattaché à Nice, à l'université de Nice. Donc voilà, merci Serena d'avoir accepté de prendre du temps pour partager un peu tes vues avec les autres participants. Et pour animer la discussion, j'ai fait appel à Pierre Bordet, avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises, notamment récemment sur les NFT, le métaverse et le Web 3.0. C'est seulement pour dire qu'on n'avait toujours pas compris ce que c'était un peu notre conclusion. Et donc Pierre Bordet est depuis septembre dernier maître de conférence en droit privé à l'Université de Bourgogne, spécialisé donc en droit privé, mais qui développe des activités en droit du numérique et qui est également membre associé au Lablex. Voilà. Et donc on va pouvoir commencer immédiatement. Donc Serena, je vais te donner la parole. Donc Serena va parler pendant à peu près 40 minutes. Voilà, donc j'essaierai d'être attentif au chrono. Je te ferai un petit signe si je vois qu'on déborde beaucoup. Et je te laisse donc le soin de partager ton visuel. Voilà, avant de commencer, je désactive mon micro. Oui. Alors, vous voyez bien mon écran, je pense. Super. Alors, merci beaucoup. Déjà, merci voilà, pour l'invitation et merci Pierre d'avoir accepté de participer aussi. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle, d'algorithmes et de modération. Et notamment, j'aborderai 2 sujets par rapport à la modération du contenu en ligne, parce que là, il y a pas mal de sujets. D'une part, la désinformation en ligne, du coup, quel type des contenus relevant de la désinformation on peut modérer, comment, et quels sont aussi les enjeux d'éthique liés à ce type de modération automatique. Et après, je basculerai sur un autre sujet qui m'est très cher aussi, qui est la détection automatique de la haine en ligne. Et là aussi, avec l'objectif finalement de modérer ce type de contenus visibles. Alors, je commence avec une petite intro à l'intelligence artificielle, juste pour donner un peu les contextes, les cadres de cette discussion. Et après, je passerai sur les deux cas d'usage dont je viens de vous parler. Et je commence avec une citation par Albert Einstein que j'aime beaucoup, parce que je pense que ça va poser aussi les bons terrains de discussion. Alors, d'une part, lui, il dit « Les ordinateurs sont incroyablement rapides, précis et stupides. » D'accord. En particulier, en ce moment, c'est vrai qu'ils sont incroyablement rapides, ça c'est sûr. Leur capacité de faire de la computation, de faire des calculs est vraiment au-delà de nos capacités. Du coup, la précision dont ils font ces calculs, c'est vraiment au-delà de notre... C'est pour ça, par ailleurs, qu'on les a inventés. Et après, d'autre part, les humains sont incroyablement lents, imprécis, et ça c'est vrai, mais brillantes. Ça c'est les points clés. Et il conclut en disant, ensemble, ils sont puissants au-delà de l'imagination. Je pense que c'est ça mon message de départ, et ce sera aussi mon take-home message à la fin. C'est-à-dire, l'IA, en ce moment, on ne vise pas à se substituer aux humains.
ces algorithmes ne doivent pas être vus comme on va complètement mettre à l'écart les humains et on va tout filer à une machine, mais on peut essayer de voir quelles sont les tâches que ces machines peuvent mener mieux que nous, peuvent arriver à atteindre des résultats meilleurs que ce que nous, on peut atteindre. Et du coup, là, on peut se dire pourquoi pas les utiliser dans ces contextes, tout en ayant un contrôle humain à la fin. C'est-à-dire, on garde l'effet d'être brillant pour vérifier que ces types des procès, ces algorithmes ont bien fait la tâche qu'on leur avait confiée. Du coup, ça c'est un peu mon message. Alors, pour l'IA, je souhaite souligner que déjà, maintenant, on entend beaucoup parler d'IA, presque toujours. Et on a un peu l'impression que ce soit la nouveauté des 3 dernières années, parce que tout le monde en parle. En fait, c'est un concept qui a été déjà proposé en 1956, du coup, ça fait vraiment un moment qu'on parle d'IA. Après, on a eu vraiment un grand succès de l'IA, et après, ce qu'on a appelé l'hiver de l'IA. Du coup, après un moment, les personnes se disaient on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs qu'on souhaitait. Et après, maintenant, on remonte. On a encore un nouveau succès incroyable de l'IA avec des enjeux d'éthique qui viennent un peu séparer devant nous et qui sont importants à aborder. Alors, pour ce qui concerne l'IA, c'est un terme l'intelligence artificielle est créé par l'un des pères de l'IA qui était John McCarthy en 1956, quand il organise un séminaire au Dartmouth College pour faire rencontrer des gens avec qui travaillaient sur des sujets très différents, très hétérogènes, des philosophes, des mathématiciens, quelques informaticiens, parce que c'était le début, il n'y en avait pas beaucoup, c'était plutôt des mathématiciens, des physiciens. Et là, déjà, ça vous donne une idée du fait que l'IA n'est pas une discipline, disons, monothématique. Il s'agit vraiment d'une discipline, surtout maintenant, qui met ensemble beaucoup d'autres disciplines existantes, notamment la philosophie, la psychologie, les sciences cognitives. Bien sûr, il y a informatique et mathématiques aussi pour les développements des algorithmes spécifiques, mais maintenant, on est vraiment sur un champ beaucoup plus ouvert qui inclut, bien sûr, les droits aussi, les sciences de la communication, la sociologie, qui a un rôle très important. Et en fait, là, je vous ai mis l'une des définitions qui était proposée par l'autre père de l'IA, notamment Marvin Minsky, qui dit l'IA est la construction des programmes informatiques qui se donnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elle demande des processus mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Alors, l'organisation de la mémoire, je pense que d'une part, on peut dire on y est vraiment très proche maintenant. On arrive vraiment bien organisé, stocker les informations, stocker des quantités d'informations que nous, on n'arrivera jamais à stocker dans notre cerveau humain. L'apprentissage, c'est vraiment les grands enjeux des dernières années. C'est pour ça que l'IA, par ailleurs, est devenue si importante. On a eu tous les algorithmes d'apprentissage automatique qui sont devenus hyper populaires. Du coup, c'est ça vraiment, c'est qu'on a les derniers développements. Par contre, si on va sur les derniers points, les raisonnements critiques, là, on est encore très, très loin d'attendre vraiment des résultats. Ces machines sont capables, par exemple, les chatbots qui dernièrement ont été proposés, sont bien capables de mener des discussions qui ressemblent beaucoup aux discussions humaines, sont capables d'injecter des émotions, ce qui est plutôt malin aussi, parce que ça, c'est quelque chose... Nous, on n'est pas toujours objectif, on utilise beaucoup les émotions, on est très empathique. Du coup, les utiliser dans ces machines aussi est important pour donner la sensation de dialoguer avec des personnes. D'autre part, les raisonnements critiques, ça reste quelque chose qui est très loin, parce que ces machines, ce qu'ils n'ont pas, c'est la conscience de ce qu'ils font, la conscience des résultats qu'ils obtiennent.
Du coup, ça, c'est une différence qui reste une différence majeure par rapport aux êtres humains. Alors, notamment, on a deux écoles de pensée en IA, on les avait depuis le début et ça reste aussi un peu les deux écoles. D'une part, on a l'IA forte et d'autre part, on a ce qu'on appelle l'IA faible. Dans l'IA forte, on souhaite avoir une IA qui reproduit les comportements d'un être humain. C'est-à-dire, il fait vraiment la même chose. Bien sûr, nous, on est, disons, beaucoup d'êtres humains et on ne fait pas toujours la même chose, d'accord? Mais ça veut dire aussi qu'on n'emploie pas toujours de la rationalité, par exemple, dans nos décisions, d'accord? Du coup, ça, c'est l'IA forte. Pour l'IA faible, en fait, elle vise à reproduire des facultés cognitives spécifiques. Pas vraiment les comportements en général de l'être humain, mais des facultés cognitives spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, la vision, d'accord, vision artificielle, l'effet d'être capable de traiter la parole, c'est-à-dire de parler en langage naturel, de formuler des sons qui après amènent à avoir des phrases et tout. C'est ça qui est vraiment visé par ce type d'application. D'accord? En ce moment, on sait faire très bien des tâches de l'IA faible, on est encore loin de l'IA forte, la vraie IA forte. Alors, quelques exemples d'applications d'IA, juste pour donner un peu le contexte, il y en a beaucoup. On a les agents conversationnels, qui en fait sont plutôt des assistants vocaux, si on veut vraiment donner la bonne définition, tels que Siri, Alexa ou d'autres, genre Cortana pour Microsoft et ainsi de suite. Et là, on les a, beaucoup parmi nous, on les a à la maison, on demande Siri, tu me rappelles qu'à 6 heures, je dois appeler ma mère, ou Alexa, s'il te plaît, mets-moi, joue-moi cette chanson, d'accord? Du coup, c'est ça, c'est qu'on demande à ces assistants vocaux en ce moment. On a des véhicules à conduite autonome. Là, c'est aussi l'un des gros enjeux qu'on a eu dernièrement. Véhicules qui vont conduire autonomement dans la ville. Et là, par ailleurs, on a eu des gros enjeux par rapport à la responsabilité, mais je vais revenir dans un moment. Et après, on a quelque chose qui est un système qui est un peu plus, disons, ancien, qui s'appelle Watson. Watson, il avait gagné au jeu à la télé Jeopardy. C'était un système de questions-réponses. Il avait participé, il avait joué contre les deux champions du jeu et il avait gagné. D'accord? Il avait été capable de repérer la bonne réponse plus vite que les deux êtres humains avec lesquels il était en compétition. Là aussi, on peut faire le discours genre cette disons, victoire avait après été pas mal critiquée par un philosophe qui s'appelle John Searle, qui avait écrit un article sur le Wall Street Journal quelques jours après, en disant Watson, oui, a gagné, c'est vraiment une avancée incroyable en informatique, d'accord? Il est capable de répondre à ces questions d'une façon pertinente, rapidement. D'un point de vue technique, c'est très bien. Mais on ne va pas dire qu'il s'agit d'un système intelligent parce qu'il a fait que les calculs. Il n'a pas conscience d'avoir quelles étaient les questions. Il n'a pas conscience d'avoir donné les bonnes réponses. Et surtout, à la fin, il n'a pas conscience d'avoir gagné. C'est quelque chose qui pour nous est pas mal important. Pour nous, c'est pas juste repérer la bonne réponse et la donner. On a on implique aussi d'autres capacités cognitives différentes. Après Watson, on a eu un autre système, toujours proposé par IBM, qui s'appelle The Debater, que vous voyez à droite. Et là, c'est un système qui est capable de mener des débats, vraiment, avec un journaliste, notamment, dans ces cas-là. Et du coup, on prend un sujet, par exemple, les jeux vidéo sont dangereux pour les enfants. Et là,
on débat, il propose des arguments pour, des arguments contre, et dès que la personne répond avec un argument, il va l'attaquer ou le supporter par rapport à son point de vue. Ça, c'est aussi assez impressionnant. Après, on a eu disons, une application qui est un peu plus ludique, mais néanmoins très intéressante, qui est le RoboCup. C'est la Coupe du monde des robots qui est organisée tous les ans. Là, ça peut faire juste sourire, parce qu'on peut se dire, bon, c'est des robots qui jouent, c'est marrant, c'est pour les enfants. Mais en fait, ça implique énormément de capacités qui ne sont pas évidentes, parce que d'une part, ces robots doivent se voir, doivent voir où ils sont en train de jouer, doivent voir les ballons, idéalement, doivent être capables de se déplacer, de donner un coup au ballon, du coup, c'est pas évident, mais aussi, ils doivent être capables de suivre des règles, des normes qui règlent le jeu. Parce que, notamment, on ne peut pas faire but dans l'autre porte, on doit jouer avec ses propres camarades dans la même équipe. Du coup, il y a pas mal de règles qui sont sous-jacentes à ce type de jeu et qu'ils doivent aussi incorporer. Du coup, d'une part, il y a toute la difficulté, disons, entre guillemets, physique de dire je dois voir où je vais, je dois voir les ballons, ainsi de suite, mais aussi comment faire cela. Dans la littérature, là je vais passer vite, il y a eu aussi pas mal des sujets liés à l'IA. On peut penser à Odyssée 2001 de Kubrick ou Intelligence artificielle de Spielberg pour les films qui ne sont pas vraiment récents, mais qui restent un peu les films fondateurs pour ce domaine. Une chose sur laquelle je veux revenir à un moment rapidement, sont les 3 lois de la robotique par Asimov. Notamment, on a eu les AI Act qui est beaucoup discuté dernièrement, pendant la dernière année, a été beaucoup discuté. Et si on regarde ces 3 lois de la robotique qui étaient proposées par Asimov en 1950, on n'y est pas si loin. Okay? Du coup, on est vraiment là, en train de se poser des questions qui, à l'époque, n'étaient pas des questions disons, très urgentes à répondre, mais qui en ce moment le sont vraiment, vraiment urgentes. Et du coup, notamment, le fait qu'un robot ne doit pas attenter à la vie d'un humain doit obéir aux ordres des humains, sauf si cela contredit la première loi, du coup, sauf si cela implique attenter à la vie d'un humain, et aussi préserver la propre existence, sauf si cela contredit les 2 premières lois. Et c'est pour ça qu'on a pas mal d'intérêt en ce moment dans le sujet de l'éthique de l'IA, et notamment ces types de recherches que je vais vous présenter dans une minute sur la désinformation. Alors, comme je vous disais, énorme succès de l'IA dernièrement, dans les dernières années, mais aussi beaucoup de craintes, beaucoup d'enjeux qu'il faut considérer. Du coup, éthique de l'intelligence artificielle, une recommandation de l'UNESCO inédite, mais à impact limité. Du coup, ça c'est est-ce qu'on est vraiment prêt pour avoir ces intelligences artificielles dans la vie de tous les jours? Véhicule autonome provoque la mort d'un piéton. Ça c'était aussi un gros sujet. C'était à qui la responsabilité? Du coup, c'était Uber qui, notamment, c'était un véhicule à conduite autonome d'Uber qui avait écrasé une piétonne. Du coup, c'était à qui la responsabilité? C'était au producteur, c'était à Uber, c'était au producteur de la voiture, c'était à l'informaticien qui a codé les codes qui fait en sorte que la voiture autonome puisse se balader dans la ville. Toutes ces questions étaient un peu ouvertes et c'était compliqué de fournir une réponse. Et aussi, vraiment, les biais, par exemple, les biais racistes, les biais sexistes qu'on voit dans certains des derniers chatbots qui ont été mis en ligne, mais aussi en général dans des systèmes classiques comme Google Translate et ainsi de suite. Et on les voit dans des applications où, par exemple, on fait de l'embauche en utilisant des l'IA, d'accord, pour décider quelle est la personne, au moins pour faire les tris sur les CV, sur les différents dossiers. Et là, on a pas mal de biais racistes et sexistes qui émergent, qu'il faut aussi, dont il faut en être conscient, tout d'abord, et qu'après, il faut viser comment attaquer.
Alors, deux exemples d'applications d'IA pour la société, notamment, on commence avec le contrôle de la désinformation en ligne. Nous, on a travaillé dans ces contextes au sein du comité national pilote d'éthique numérique et notamment, on s'est intéressé à ces sujets pendant la crise Covid. Du coup, on a été tous confinés, la première crise Covid et le premier confinement. Et on s'est posé la question de dire, mais qu'est-ce qu'ils font, les réseaux sociaux, maintenant qu'on a toutes ces désinformation qui est publiée en ligne et qui cause vraiment beaucoup de déstabilisation dans la société. Alors là, je vais vous présenter les résultats de cette réflexion collective. Notamment, nous, on a mené des auditions pour enrichir notre réflexion. On a auditionné 10 acteurs importants et notamment, on a parlé avec Facebook, Twitter, Quant et les décodeurs du monde qui sont des fact-checkers et du coup, des personnes qui vont regarder sur les réseaux sociaux ce qui est publié pour vérifier si c'est des informations correctes ou pas et s'il n'est pas montré qu'ils ne sont pas des informations correctes. Alors, comme il a été souligné par l'OMS, on a eu vraiment une infodémie pendant la pandémie Covid-19 et cela a créé vraiment une tension sur les réseaux sociaux entre d'une part la liberté d'expression qui reste une valeur fondamentale et en même temps le fait que la diffusion de ces informations était très dangereuse pour la société vraiment. Et du coup, on avait ces deux enjeux et parfois c'était difficile de réconcilier ces deux enjeux. En plus, on avait des spécificités liées au discours scientifique. Parce que bien sûr, comme il s'agissait d'une maladie, les poids du discours scientifique, les poids du discours mené par les médecins, par exemple, étaient différents du poids des arguments proposés par d'autres personnes. Alors, tout d'abord, la première question était pourquoi des algorithmes de modération? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pourquoi utiliser des algorithmes de modération? Alors, tout d'abord, même avant la crise Covid, c'était nécessaire d'utiliser au moins pour une partie des algorithmes des modérations automatiques parce que le contrôle manuel humain n'est pas possible, ne peut pas passer à l'échelle. Il y a trop de messages, trop d'informations qui sont publiées en ligne tous les jours. C'est simplement impossible d'avoir des humains, même des tons d'humains qui font cette travail à la main. Du coup, la solution proposée par les plateformes était de mixer un peu les deux, d'avoir à la fois un peu de contrôle automatique, mais aussi beaucoup de contrôle humain avec des personnes qui sont vraiment recrutées exprès pour ça. D'accord? Du coup, là, j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire, est-ce que c'est vraiment une tâche très enrichissante pour un humain de faire ce type d'annotation? Alors, je peux vous dire que ce n'est pas, d'accord? Pour la désinformation, et ça vaut encore plus pour la haine en ligne, d'accord? C'est pas vraiment un plaisir de passer la journée à faire ces annotations et aussi les conditions de travail de ces personnes ne sont pas vraiment excellentes. Du coup, il faut garder ça aussi en tête quand on se dit ben, on préfère avoir tout faire nous les humains. D'autre part, pendant la crise Covid, il y avait aussi des problèmes. On ne pouvait pas laisser les humains faire ce travail parce que comme il y a des dangers pour ces contrôleurs humains, des risques psychologiques, parce que bien sûr, c'est passer toute la journée à lire des informations ou des discours de haine, comme je vous disais, c'est dur. Les plateformes ont décidé de passer sur presque complètement sur des algorithmes de modération automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la modération automatique? Ça veut dire qu'en général, on a des approches qui se basent sur des mots-clés. Du coup, c'est plutôt basique, d'accord? C'est simple. Et on utilise des apprentissages automatiques. Notamment, on a trois politiques qui peuvent être mises en place. On supprime les contenus nuisibles.
directement, on le supprime complètement. On l'a vu avec certains tweets par des présidents, par exemple. On peut réduire la visibilité de certains contenus, d'accord? On peut dire, là, c'est un contenu qui n'est pas hyper fiable, du coup, on ne le met pas vraiment en avance. Et on peut aussi, d'autre part, promouvoir du contenu des sources vérifiées, par exemple l'OMS. Notamment, c'est ça qui est arrivé pendant la crise Covid. Sur Facebook, pour donner un exemple, on s'est connecté et on avait tout d'abord les informations officielles du gouvernement français, qui étaient affichées en amont de toute la chaîne des messages qu'on peut visualiser. Alors, quelles sont les questions ouvertes? Les questions ouvertes sont les faits que, par exemple, tout d'abord, ces algorithmes, ils font des erreurs. Ça ne doit pas nous surprendre. C'est normal. En général, tous les algorithmes font des erreurs. Là, c'est juste que le sujet est un peu plus sensible. Parce que s'ils disent, là, c'est du contenu nuisible et l'information est supprimée, là, c'est une attente à la liberté d'expression. Parce que moi, j'avais publié une information qui était disons, correcte, d'accord? Et on ne devrait pas la supprimer comme ça. Surtout, parfois, on n'a pas vraiment de la transparence, on n'a pas un caractère explicable de la décision. Du coup, le tweet est supprimé, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment il a été classifié comme étant de la désinformation. Et après, ces algorithmes montrent aussi des biais algorithmiques, bien sûr, parce que pour avoir ces algorithmes, on doit les entraîner, notamment avec les données. Et pour faire cet entraînement, les données sur lesquelles on entraîne vont impacter la façon de l'algorithme de choisir les nouvelles, de choisir les futures étiquettes à donner aux messages qu'ils n'ont jamais vus. Et du coup, ça va impacter. Après, il y a d'autres questionnements qu'il faut aussi aborder. Par exemple, le fait qu'on a vraiment très peu de données pour entraîner nos algorithmes. Par contre, bien sûr, les plateformes, ils ont énormément de données parce qu'ils ont toutes les données qui sont publiées par leurs usagers sur les plateformes. On a une absence d'une définition commune des désinformations. Du coup, c'est que pour nous, c'est de la désinformation. Et une absence des métadonnées associées au contenu nuisible, c'est-à-dire c'est une personne, c'est un homme, quelle est l'heure où ces tweets sont, par exemple, pour parler des tweets, sont publiés, de quelle région dans le monde, ainsi de suite. D'accord? Il y a pas mal de métadonnées qui peuvent être utiles pour nos algorithmes pour s'améliorer à détecter ces informations. On avait pas mal de questionnements aussi par rapport à où se situe l'autorité, c'est-à-dire on a donné pas mal d'autorités dans le monde de ces plateformes pendant la crise Covid, parce que finalement, les gens se disaient, bon, je vais voir sur Facebook les informations fiables, mais pas toutes les informations qui étaient là étaient fiables. Certainement, cette autorité a été, de certaine façon, élargie aussi par les gouvernements, par l'OMS et par toutes ces institutions officielles qui ont permis à ces plateformes d'afficher les informations officielles là-bas. Du coup, ça c'est quelque chose sur laquelle il faut aussi se questionner. On a eu un travail énorme de vérificateurs des faits pendant cette crise, le travail de récupérer les informations, et ces vérificateurs de faits acceptaient de partager ces informations avec les réseaux sociaux. Mais bien sûr, pour les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple, pour passer à l'échelle aussi, comme je vous ai expliqué, d'utiliser des algorithmes de modération. Et là, on a eu dernièrement, après ce qui a été fait avec les comptes personnels de Trump et de Bolsonaro, on a eu aussi l'idée de cette Cour suprême de Facebook pour traiter les situations un peu, disons, épineuses de ce type-là. Alors, juste pour conclure très brièvement, les enjeux sont beaucoup. Comment détecter automatiquement les fausses informations, c'est un enjeu, d'accord? Parce qu'on a des algorithmes qui
sont capables de faire ce travail, mais pas encore d'une façon hyper satisfaisante. Du coup, ils font encore beaucoup d'erreurs. Ça dépend aussi du sujet, d'accord? Parce que bien sûr, pour détecter quelque chose comme étant de la désinformation, il faut avoir d'autre part quelque chose qui pour nous est, entre guillemets, la vérité. Et du coup, on se compare. Mais si on n'a pas ça, et on ne l'a pas toujours, c'est difficile aussi de dire, là, ça c'est une fausse information. Parfois, c'est juste des informations un peu, comment dire, fallacieuses, qui sont présentées d'une façon à laisser entendre un certain message, mais il n'y a pas vraiment des faux messages. Après, on a comment gérer les erreurs algorithmiques, comment les identifier, comment savoir comment gérer cela, et comment, d'une part, là c'est vraiment l'enjeu, préserver la liberté d'expression, du coup pas supprimer suite à des erreurs certains messages, mais en même temps protéger les plus fragiles, ce qui est possible en mettant en place aussi ce type d'algorithmes sur grande échelle. Alors, je passe maintenant au deuxième sujet, qui est la détection automatique des discours de haine. Alors là, c'est déjà, je mets toujours ma clause de non-responsabilité, c'est-à-dire, ça c'est pas mes opinions à moi, d'accord, mais c'est vraiment des exemples qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez voir pourquoi je disais, c'est pas vraiment un grand plaisir pour les annotateurs de mener cette tâche. Alors, les pourquoi la détection du discours de haine, la réponse est un peu similaire à celle pour des désinformations, c'est-à-dire on avait bien sûr ce type de contenu est très, très nuisible, d'accord, il a un impact très négatif sur les jeunes en particulier, parce que sont surtout les jeunes, les adolescents qui sont victimes de ce type de discours de haine et qui sont plus sensibles aussi à ce type de contenus haineux. Et du coup, là aussi, on peut pas vraiment penser d'attaquer ces problèmes avec d'une façon automatique, d'une façon purement manuelle, parce qu'on ne passera jamais à l'échelle. Il y a trop de contenu de ce type-là. Du coup, il faut s'adapter à la taille de ces réseaux et aussi mettre en place des automatisations dans la détection du discours haineux. Bien sûr, comme je vous ai déjà anticipé au début, la vérification humaine est toujours requise comme validation finale pour violer les droits à la liberté d'expression, pour éviter aussi par exemple, de se trouver dans des situations compliquées, genre là, il y a je sais pas, par exemple, un jeune qui par exemple, est pointé comme étant un cyberharceleur, d'accord? Et là, si ce n'est pas le cas, parce que les messages ont été classifiés erronément comme étant haineux, là, c'est un gros enjeu, parce qu'il s'agit d'un adolescent, d'un jeune, on peut quand même impacter beaucoup sa vie. Il y a la difficulté dans le discours de haine, tout d'abord, elle est fait que déjà, on n'a pas une définition partagée. Du coup, les différents réseaux sociaux ont des définitions différentes du discours de haine, c'est-à-dire qu'ils mettent en place après des algorithmes qui sont un peu différents. Après, nous, on n'a pas vraiment une visibilité sur les algorithmes qui sont mis en place. Nous, on sait ce qu'il nous dit, mais après, on n'a pas accès, bien sûr, ni aux données qu'ils utilisent pour l'entraînement des algorithmes, ni aux algorithmes eux-mêmes. Il y a problème, et ces définitions concurrentes compliquent aussi la tâche d'évaluation des algorithmes, parce que ça dépend sur quelle définition on penche pour évaluer. Et c'est très difficile d'avoir des données pour entraîner qui viennent des sources différentes. Ça, c'est très, très difficile. Ça ne nous arrive pas, en fait. Le problème est qu'en effet, on peut accéder, par exemple, beaucoup aux données de certaines plateformes, mais on ne peut pas accéder du tout aux données des autres plateformes. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui complique, parce qu'après, si on veut mettre en place nos algorithmes sur les données dont on n'a pas, bien sûr, ils ne seront pas si performants que sur les autres données sur lesquelles on les a entraînés. Les solutions qu'on propose sont toujours des solutions d'apprentissage automatique, c'est-à-dire on doit avoir les données,
qui doivent être annotés, c'est-à-dire on doit avoir l'étiquette Discordène, pas Discordène, associée au message qu'on a collecté. Et c'est après sur ces données que nos algorithmes vont apprendre à mener la même tâche sur des phrases qu'ils n'ont jamais vues. C'est la décision qui est prise par l'algorithme est souvent opaque et difficile à interpréter, c'est-à-dire on donne une étiquette, on n'a pas toujours une grosse visibilité sur pourquoi on classifie ces messages comme étant relevants de la haine en ligne ou pas, d'accord? Parce que après, on peut mettre en place des solutions techniques pour nous aider un peu, mais là, c'est pas du tout évident. Certaines des approches existantes utilisent des sources externes aussi, qui sont importantes, par exemple des lexiques des Discordène ou des autres ressources, mais ces ressources doivent être toujours mises à jour parce que c'est quand même des ressources qui se basent sur les langages, et les langages dans ce type de contexte changent beaucoup dans le temps. Et du coup, on ne peut pas juste garder une base et l'utiliser pendant 10 ans parce que ça ne sera plus, disons, efficace dans la détection de ce type de discours. Du coup, en général, la tâche est techniquement difficile. On a des performances qui sont raisonnables en ce moment, pas parfaites, et des défis spécifiques qui peuvent être attaqués d'une façon plus satisfaisante. On n'a jamais beaucoup les contextes d'où ces messages sont proposés. Nous, on a une liste de messages et tout, mais le contexte nous manque. Alors là, je passe ici. Alors là, c'est des exemples des Facebook pour ces travailleurs. Ça fait un moment. Et ce qui est un peu, disons, qui peut ouvrir un questionnement, c'est par exemple le message fucking Muslims est étiqueté comme un message de haine. Par contre, fucking migrants, il ne l'est pas. D'accord? Parce que ça relève de la définition donnée par ces réseaux des cibles de ce type de messages de haine. Du coup, il définit quelles sont les cibles de ce type de messages de haine comme étant des groupes avec une certaine âge, certaines caractéristiques, origine géographique, orientation sexuelle, et ainsi de suite. Et après, il y a forcément des catégories, entre guillemets, qui ne tombent pas dans ces définitions, d'accord? Et du coup, ça donne des étiquetages qui ne sont pas toujours, disons, évidents à décrypter. Alors, je vais vous montrer un peu la difficulté de la tâche, juste avec des exemples concrets. Par exemple, si nous avons la phrase « les Juifs sont des porcs », là, clairement, il s'agit de discours de haine. C'est une déclaration d'infériorité, mais en même temps, on peut avoir des phrases telles que beaucoup de Juifs sont des avocats. Et là, ce n'est pas un discours de haine. Mais pour la machine, d'accord, il n'y a pas une grosse différence entre ces deux phrases, d'accord? Parce que il faut savoir quelle est la sémantique du mot juif, qu'est-ce que ça représente, et aussi la sémantique du mot porc utilisé par rapport à des personnes, d'accord? Parce qu'en général, sinon, on peut utiliser les mêmes mots sans problème, pas forcément dans des messages haineux. Et en même temps, être un porc, être un avocat, c'est pas la même chose, d'accord? Du coup, c'est clair la différence pour nous, immédiatement, c'est pas clair pour la machine. Du coup, il faut vraiment lui donner des sources de connaissances externes pour vraiment être capable de faire de la vérification des faits et donner l'interprétation la plus précise de ces types de mots. Par exemple, si on prend les mots nombreux, c'est très difficile de donner une interprétation précise parce que nombreux pour moi, ça peut être 5, d'accord, dans certains contextes. Nombreux pour Valère, par exemple, ça peut être 5000. C'est deux échelles complètement différentes et là, on ne sait pas trop. Une autre difficulté sont par exemple l'éloge d'un discours haineux. C'est-à-dire, si nous on dit, par exemple, un éloge du Ku Klux Klan, mais là, c'est un éloge, c'est un message avec une polarité positive. Si on ne sait pas de quoi il s'agit, d'accord,
les Ku Klux Klan, ça va passer parce que c'est finalement un message qui n'a rien, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'insultes, ça va. Même chose pour l'autre exemple, les nazis ont été très efficaces en ce qui concerne leur solution finale. OK, là, il n'y a rien d'haineux, disons, explicite. Ça, c'est tout implicite et subtil. Parce qu'il faut savoir qui sont les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça veut dire solution finale dans ce cadre-là. Et du coup, là, c'est un éloge d'un groupe, disons, haineux. Et du coup, ce type de traitement est très compliqué pour nous. Il y a des politiques très strictes pour l'utilisation de ces types de données en ligne. C'est ça que je vous disais déjà avant. Du coup, la plupart des données dont nous on dispose sont des données provenant de Twitter. Parce que c'est la plateforme sur laquelle on a l'accès plus facilement aux données. C'est-à-dire que si on change de plateforme, on a des performances qui ne sont pas hyper satisfaisantes pour cela. D'accord? Du coup, ça, c'est aussi à prendre en compte. Et du coup, si on passe sur Facebook, Instagram ou TikTok, on peut voir des résultats qui sont moins bons. Et en plus, là, nous, on se concentre au début que sur les textes, mais bien sûr, on pourrait aussi avoir des approches multimodaux, où on prend en compte aussi, par exemple, les images et les vidéos. Et ça va probablement donner des solutions plus puissantes, parce que sur TikTok, sur Instagram, les rôles de ces vidéos ou de ces images est un rôle vraiment très, très, très important. Et là, vous avez un petit vue sur les jeux de données dont nous on dispose. Et comme vous pouvez le voir, la seule chose que je voulais souligner, c'est déjà qu'on a très peu de données pour des langues qui ne sont pas l'anglais. Du coup, ça c'est aussi une sorte de biais. Du coup, on a plus de solutions efficaces pour l'anglais. La plupart des données viennent de Twitter et la plupart des données qu'on a dans les jeux de données, c'est des données qui sont des messages qui ne sont pas haineux. Comme vous voyez, le pourcentage des messages haineux est très réduit. Pourquoi? Parce que ça, c'est le cas, heureusement, dans les réseaux sociaux aussi. Parmi tous les messages qui sont échangés, juste une toute petite partie, c'est des messages haineux. Mais c'est ça qui est, c'est cette partie-là qui nous intéresse et c'est ça qui est la partie difficile à identifier. Mais bien sûr, l'effet d'avoir pas des jeux de données qui sont balancés et du coup d'avoir beaucoup de messages qui ne sont pas haineux et juste quelques messages importants qui sont haineux, ça ne simplifie pas la tâche d'apprentissage automatique sur ces données d'une façon efficace. Du coup, là aussi, être capable de mener cette tâche sur des données réalistes n'est pas évident. Et c'est ça que je vous ai expliqué. Du coup, on pourrait utiliser des règles pour faire la détection de ces discours de haine, mais après, ça veut dire qu'on doit identifier des mots spécifiques qui sont toujours utilisés. Et ça ne marche pas, parce que si on utilise par exemple des gros mots, ben maintenant les jeunes, les adolescents, ils s'insultent, mais ils sont très proches. C'est pas un vrai insulte. Du coup, là, ça nous donnerait une classification mauvaise de ce type de messages. Du coup, il faut aller vraiment vers des techniques un peu plus efficaces, un peu plus subtiles. Par exemple, on peut utiliser des ontologies, des bases de connaissances pour vraiment enrichir cela. Et essayer d'aller au-delà de la simple détection des mots haineux. Une autre chose que je voulais dire, c'est que par exemple, des mots qui sont haineux, parfois, ils ne sont pas toujours. Par exemple, les mots belle ou le mot porc, comme on a vu avant, d'accord? Mais en même temps, on a aussi des mots qui ne sont pas haineux, mais utilisés dans un certain contexte, sont très haineux, d'accord? Et du coup, ça devient vraiment compliqué de faire que des règles pour cela. Par exemple, on a la phrase « construire ces murs », d'accord? Ça veut dire construire la barrière physique pour éviter que, ça c'était Trump, pour éviter l'immigration du Mexique vers les États-Unis, d'accord? Ça c'était un discours de Trump. Mais là, il faut absolument construire ce mur. C'est pas vraiment haineuse comme phrase en soi.
Et nous, souvent, on a ça qui n'est pas lié au contexte. Du coup, c'est difficile de capturer ce type d'informations. Après, bien sûr, on a les biais, les faits qu'on devrait avoir des métadonnées, mais ces métadonnées peuvent aussi biaiser beaucoup les processus parce qu'on s'est dit, si la plupart des messages haineux viennent je sais pas, des personnes qui sont des hommes qui habitent, je sais pas, en Europe, aux États-Unis, avec une certaine tranche d'âge, mais là, ça va biaiser parce que ça veut dire que les systèmes seront plus amenés à classifier les messages de ces personnes comme étant haineux. Et peut-être il va pas remarquer qu'il y a des autres, disons, catégories qui sont autant haineux, mais on a juste moins de données par rapport à ça. Du coup, ça, c'est aussi un autre problème. Après, on a trois différents types de définitions, discours de haine, langage abusif et bullying, qui ne sont pas la même chose, d'accord? Qui sont définis d'une façon, comme vous pouvez le voir, plutôt floue, d'accord? Du coup, c'est pas tout à fait évident de mettre cela dans un algorithme qui doit être, par contre, très précis et qui doit se baser sur des arguments. Alors là, je vais juste dire un mot sur ça et après je vais conclure. C'est juste sur les détections automatiques de ce type de phénomènes. Nous, on avait travaillé dans un projet qui s'appelait Projet CRIP. Et notamment, on regardait tout d'abord, pour détecter le cyberharcèlement, on regardait s'il y avait un patron dans les réseaux sociaux où il y avait un nœud, c'est-à-dire une personne qui recevait beaucoup de messages par les autres nœuds, mais qui répondait pas très fréquemment. Mais ça, c'est un patron qui n'est pas juste un patron lié à la haine en ligne, mais c'est un patron qui est lié aussi, par exemple, aux personnes qui sont très populaires, les acteurs, par exemple, qui reçoivent beaucoup de messages, mais ils ne répondent pas souvent. Et d'autre part, on regardait dans ces cas-là les messages qui étaient changés, du coup vraiment les textes, comme on a vu jusqu'à maintenant, et on regardait les émotions utilisées dans cela, la polarité de ces messages, la stylométrie, c'est-à-dire si ces messages étaient censés être envoyés par un homme, une femme, une personne âgée entre, je sais pas, une personne âgée de 30 ans ou de 50 ans, et ainsi de suite, d'accord? Plus toutes les données qu'on peut avoir. Du coup, là, c'était l'architecture qu'on avait mis en place avec des réseaux de neurones. Et notamment, il y a deux choses que je veux souligner là. C'est juste qu'il ne faut pas regarder uniquement les textes. Nous, on regarde aussi beaucoup les emojis parce qu'ils jouent un rôle important. Et parfois, on a un texte qui n'est pas haineux et après, la petite emoji, ça va changer la sémantique complètement et ça va faire devenir les tweets un message haineux. Et les hashtags aussi, parce que parfois, encore une fois, le texte n'est pas haineux, mais on a un hashtag avec plusieurs mots qu'il faut couper correctement. Et là, il y a les contenus haineux. Du coup, ça, c'était la difficulté qu'on vise en ce moment. Voilà, des exemples, je ne vais pas passer plus de temps. Alors, je vais conclure. Alors, mon message, comme j'ai déjà dévoilé au début, il est de dire qu'il y a des choses que ces machines sont capables, ces algorithmes sont capables de faire mieux que nous, d'accord? Et du coup, il faut les exploiter pour cela. Pour faire cela, il faut les exploiter, il faut les améliorer, il faut se concentrer, il ne faut pas juste dire, bon, on ferme tous ces algorithmes, on n'en parle plus, on repasse vraiment au contrôle purement humain. Mais en même temps, c'est très important de laisser les contrôles ultimes dans les mains d'un humain pour la modération en ligne. Et sur les biais, juste un tout petit mot, ces biais ne sont pas générés automatiquement par la machine. Ce n'est pas la machine qui un jour se réveille et dit bah, je suis biaisé, je préfère les hommes aux femmes ou d'autres préférences. C'est pas ça. C'est juste que ce sont des biais culturels, historiques, qui sont présents dans les données que nous, on donne à la machine pour s'entraîner. Et du coup, elle va juste faire en sorte qu'il soit représenté, c'est comme un miroir, d'accord? Et c'est la même chose, elle va faire la même chose qu'elle voit dans les données. Du coup, si les données sont biaisées, l'algorithme sera biaisé. Faisons attention aussi, parce que tout dernier point, ces biais, on ne peut pas les supprimer complètement, parce que ces biais sont ceux qui nous permettent aussi, nous, de prendre des décisions dans la vie réelle, d'accord? C'est ces biais qui nous permettent de faire ça aussi. Et du coup, c'est compliqué de savoir comment gérer cela, parce qu'on peut d'une certaine façon, disons, de façon artificielle, enlever les biais dans les données, mais est-ce qu'après ces données sont encore des données réalistiques? C'est encore de bonnes données? Ou, parce que finalement, ce n'est pas les données que les machines vont trouver dans la réalité. Et avec ça, je conclue. Je vous remercie encore beaucoup de votre attention et merci Valère encore pour l'invitation.
Merci beaucoup, Serena, et puis merci d'avoir respecté le temps de parole, ce qui nous laisse le temps de discuter. C'était très enrichissant et voilà, on découvre un peu les différents aspects de la modération à l'échelle, moderation at scale. Tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Je trouve que j'ai plein de questions, mais je verrai si j'ai le temps de les poser tout à l'heure. Je passe immédiatement la parole à Pierre en tant que discutant, et donc j'indique aux personnes qui sont dans le salon, vous pouvez préparer vos questions et on vous donnera évidemment la parole d'ici à peu près 15 minutes. Mais pour l'instant, Pierre, je te donne la parole pour rebondir un peu sur toutes ces choses. C'était très riche, donc voilà, à ton tour. Merci Valère. Vous m'entendez bien? Je vais vérifier. Oui. Merci Valère de m'avoir invité encore une fois. Merci Serena pour cette présentation. J'ai pas vu le temps passer. Écouter toutes ces informations et du coup évidemment beaucoup de questions. Alors avant d'aborder la partie modération en tant que telle, moi j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue sur question où en est-on en termes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire tu parlais au tout début de l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors il y a deux camps, hein. Globalement il y a les pessimistes qui vont expliquer que les algorithmes resteront toujours des logiciels relativement bêtes, mais qui accompliront toujours des tâches très spécialisées mieux que nous, et puis ceux qui pensent que l'IA va nous prendre le contrôle et dominer le monde. Bon, j'imagine que tu as un point de vue modéré sur la question, mais où en est-on concrètement de l'évolution de l'intelligence artificielle? Ça permettra peut-être de mieux comprendre après comment elle est utilisée concrètement et quelles sont ses potentialités en matière de modération. Merci. Alors, je pense qu'on est très, très loin d'avoir vraiment ces machines intelligentes qui vont prendre les contrôles. Après, il faut toujours voir sur quelles tâches ils vont prendre les contrôles. Parce que, par exemple, là, j'ai fait référence aussi au sujet qui est abordé par Luciano Floridi, qui est un philosophe de l'IA. Par exemple, si vous pensez au système d'assistance du freinage de la voiture, ça c'est quelque chose qui prend les contrôles. À un moment, s'il y a une situation un peu dangereuse, il va prendre les contrôles et c'est plus vous qui vous êtes en train de freiner, il va gérer ça. Est-ce que ça vous embête? Pas spécialement, parce qu'en général, ça marche mieux et on a vu que ça va aider. Du coup, ça dépend vraiment sur quelle tâche on va faire ça. Je pense qu'il y a des tâches qu'on pourra confier à ces machines quand on aura la certitude qu'on est arrivé à certaines performances, c'est-à-dire qu'ils seront vraiment capables de les mener bien au bout. Prendre les contrôles, vraiment les contrôles au niveau de la société, vraiment, là, je pense qu'on est encore vraiment très, très loin. Comme je disais, la conscience, vraiment le fait d'être brillant, intelligent, on est hyper loin. Je vous donne juste un tout petit exemple. Si moi, alors, mon fils, il a 4 ans. Si je lui montre une photo d'un animal, d'accord, qu'il n'a jamais vu, je ne sais pas, un champ, d'accord? Après, lui, il est capable de reconnaître les chiens partout, d'accord? Même si je lui montre une photo d'un chien loup et pas d'un chihuahua, mais il sait, sans que je lui dise ça, il sait dire qu'ils sont la même catégorie, d'accord? C'est des chiens, d'accord? Pour la machine, elle a besoin de millions d'images pour apprendre à faire ça. Et ça, c'est juste pour, je ne sais pas, distinction entre chien et chat, d'accord? Et après, si c'est couteau, fourchette, on recommence avec des millions d'images. Du coup, est-ce que ça, c'est vraiment intelligent? Plus ou moins. Là, je parle d'un enfant, d'un petit enfant, mais là, c'est la capacité que nous avons aussi de faire des liens sémantiques, de construire notre connaissance, notre ontologie, est complètement différent de la capacité que pour l'instant a la machine, qui pourtant est très puissante en ce moment. Hein. Oui, si je comprends bien, en fait, c'est cette différence, cette inéluctable où nos cerveaux humains arrivent en économie d'énergie à faire un nombre de processus absolument incroyable, alors que la machine a besoin d'une énorme puissance de calcul pour réaliser des tâches hyper spécialisées. Donc oui, elle va calculer très vite, mais on ne pourra pas
faire comme nous, toutes les associations dynamiques. Et justement, ça renvoie sur les méthodes d'apprentissage et en fait la définition de l'intelligence artificielle. Et je me demandais, parce qu'on regarde ton expertise, là, le Conseil de l'Union européenne a récemment rappelé la définition qu'il voudrait utiliser dans le cadre de l'IACT, etc. Et il parlait de systèmes développés au moyen d'approches d'apprentissage automatique et d'approches fondées sur la logique et les connaissances, en limitant en fait à cette définition. Est-ce que c'est suffisant pour englober tout ce qui va être fait en matière d'intelligence artificielle et tous les procédés de création d'intelligence artificielle? Je pense que c'est plutôt complet. Je pense que ça, parce qu'en général, on a ces deux types d'approches. Du coup, on a les approches basées sur l'apprentissage automatique, qui peuvent être supervisées, comme dans les exemples que je vous ai montrés, c'est-à-dire on donne des données annotées au début et la machine apprend, et après elle mène une tâche, ou pas supervisées, c'est-à-dire ils font du clustering, c'est-à-dire des défis des différents éléments et dont l'étiquette automatiquement. D'autre part, on a toutes les approches basées sur la thématique, c'est-à-dire sur des règles, sur la logique, sur les connaissances, sur les raisonnements, qui sont un peu plus, disons, ils peuvent moins passer à l'échelle sur certaines tâches, mais ils sont plus efficaces sur des domaines très spécifiques, tels que, par exemple, parfois les droits ou la médecine, par exemple. Du coup, là, je pense que ça couvre plus ou moins ce qu'on a dans les champs. Et dernière question, juste centrée vraiment sur l'intelligence artificielle avant de passer à la modération, c'était sur la question des biais. Est-ce que dans le milieu du développement de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a cette idée vraiment que à partir du moment où l'intelligence artificielle, elle ne pourra jamais être parfaite, parce qu'elle est programmée par nous, mais à partir du moment où elle aura moins de biais que nous, est-ce que ça, c'est le critère suffisant pour entre guillemets, la mettre en œuvre, enfin, encore qu'elle soit suffisamment satisfaisante? On prend l'exemple de la voiture autonome, à partir du moment où elle va avoir statistiquement moins d'accidents qu'un conducteur humain, est-ce que c'est pas suffisant? Alors politiquement, ce sera peut-être pas suffisant, mais est-ce que, d'un point de vue de la programmation, c'est ça l'objectif? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour les biais, en général, l'objectif est tout d'abord d'être capable d'identifier quand il y a un biais dans les données, ce qui n'est pas évident, et voir comment on peut les corriger. Le problème, c'est que, comme je disais, la correction, ça amène à quelque chose qui peut être un peu loin de la réalité, quelque chose qui est un peu artificiel. Du coup, il faut l'utiliser avec modération. Il faut vraiment mener une réflexion sur cela, pas juste dire, je ne sais pas, on a, je ne sais pas, par exemple, si on met la phrase, ça c'est l'exemple classique, on met la phrase nurse, avec nurse en anglais dans Google Translate ou DeepL, vous prenez le système que vous préférez, et après ça se traduit toujours en français, comme en italien, comme en espagnol, avec infirmière, une femme, d'accord? Alors, ça c'est un biais parce qu'après, on peut aller jusqu'à dire bon, c'est de la misogynie. Et par contre, si c'est docteur, on traduit toujours avec un docteur homme, d'accord? Après, est-ce que c'est vraiment de la misogynie ou c'est simplement que dans les données, okay, la plupart des nurses sont des femmes, d'accord? Et si ça, c'est la réalité, et qu'est-ce qu'on fait? On supprime ça, on donne 50%, 50, où il va toujours mettre l'homme, où il va toujours mettre les femmes. C'est compliqué de savoir comment corriger, disons, mais d'une façon qui soit pas qui amène pas à l'injection d'un nouveau biais. C'est ça qui est compliqué. Donc, si je comprends bien, le principal problème, en fait, c'est de déterminer quel est le problème. C'est de dire, dans telle situation, pour la voiture autonome, si j'ai bien compris, c'est de dire, bah, si on est dans une situation où, de toute façon, dans tous les cas, la voiture va écraser soit telle personne, il va écraser une personne. La question, c'est, est-ce qu'on détermine en amont qui on va écraser? Donc, au moins, comme ça, mais c'est ça le problème, de savoir qui. Et pour la modération, c'est de, en fait, déterminer, si j'ai bien compris, de se mettre d'accord sur ce qu'est un contenu haineux. Alors, j'ai vu tout à l'heure, la phrase qui m'a choqué, c'était « les Français sont alcooliques », apparemment est un propos intolérable, alors factuellement à vérifier. Mais effectivement, c'est de se dire, en amont, on doit se mettre d'accord, et ce sera sûrement jamais le cas, c'est ça le problème, sur voilà ce que nous considérons collectivement. Et l'intelligence artificielle ne pourra pas d'elle-même, de toute façon, le déterminer. Non, c'est ça, et le problème est vraiment de comprendre le problème tout d'abord
et de voir comment proposer une solution qui ne nous amène pas au même problème. D'accord. Alors, je viens de penser à autre chose, c'était parce que je corrigeais les copies de mes étudiants là, cette semaine, et évidemment, la mauvaise rédaction m'a marqué. Du coup, je me demandais comment vous faites en termes de programmation pour justement faire en sorte qu'elle arrive à s'en sortir, parce qu'avec une syntaxe correcte et avec les bons mots, la bonne langue, le bon vocabulaire, l'intelligence artificielle pour la programmer, j'imagine qu'aujourd'hui on y arrive très très bien. ChatGPT en est la preuve, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'elle réussisse à détecter du contenu haineux dans des messages qui seraient syntaxiquement incorrects, avec des emojis particuliers. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on intègre ces données? Alors là, c'est aussi une bonne question. En général, on essaye de traiter ces données et si disons, cookie syntaxique n'est pas trop grande, on arrive un peu à reconstruire la phrase correcte. Après, en général, nous, si la phrase est complètement, disons, incohérente d'un point de vue syntaxique, on ne la prend pas en compte parce que c'est finalement difficile de lui donner une sémantique et du coup, c'est difficile après de faire la classification. Pour les emojis, ce qu'on fait, c'est qu'on associe, on a vraiment des jeux de données où on a l'emoji et disons, des mots-clés associés. Et du coup, après, on passe de l'emoji, on substitue l'emoji avec ces mots-clés et cela nous donne une bonne idée de la sémantique. Et du coup, là, ça nous permet aussi, par exemple, de détecter des propos racistes, par exemple. Et du coup, une phrase qui n'est pas haineuse per se, si après, il y a l'emoji d'une femme noire, alors là, ça change complètement la sémantique. Et c'est ça qu'il faut détecter. Et du coup, avec ce type de description textuelle, ça, c'est plutôt possible. D'accord. Et peut-être, je ne sais pas si j'ai encore le temps de poser une ou deux questions. Merci Valère. Alors, sur la programmation en IA toujours, parce que c'est vraiment très intéressant, mais tu disais tout à l'heure qu'il faut, comme pour n'importe quelle programmation d'intelligence artificielle, un grand jeu de données. Alors, il me semble qu'il y avait une différence quand même entre la quantité de données en utilisant le machine learning et la quantité de données pour le deep learning. Il me semble qu'il en faut quand même beaucoup plus pour le deep learning. Mais en matière justement de jeux de données nécessaires pour distinguer les discours de haine, est-ce que les discours de haine sont si variés que ça, à tel point qu'on a vraiment besoin d'un grand jeu de données? Est-ce que c'est ça qui détermine la quantité de données nécessaires? Est-ce qu'on ne pourrait pas catégoriser très simplement j'imagine, les peu de catégories de types de discours de haine qui existent? Quel est le problème dans la programmation? Alors, c'est une bonne question. Alors, en général, nous, on utilise des algorithmes, pas que d'apprentissage machine, mais d'apprentissage profond. C'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup, 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 beaucoup de données. On en a, mais ça dépend disons, combien on veut être fin dans ce type de classification. C'est-à-dire, si la tâche est donner l'étiquette haineux, pas haineux, là, c'est plus simple parce que on a pas mal de jeux de données. Si on va vers des choses plus subtiles, telles que messages homophobes, messages racistes, messages misogynes, et là, ça devient encore plus compliqué. Si on va, par exemple, sur la discrimination religieuse et on veut détecter, je sais pas, juifs, catholiques, musulmans, ainsi de suite, là, ça devient encore plus compliqué. Parce que là, on a très peu de données pour une catégorie très spécifique. C'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles. D'accord. Ouais, toute dernière question très rapide, qui sera assez courte, parce que Valère, sinon, va s'impatienter. Moi, j'ai remarqué, il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment, qui me passionne aussi, c'est la combinaison des intelligences artificielles récemment, parce que beaucoup de personnes s'amusent à les cumuler. Donc, on part de ChatGPT pour formuler un texte, et puis ensuite, on le met dans DALL-E pour générer une œuvre d'art hyper précise, etc. Donc, est-ce que la combinaison des IA, ce serait peut-être une bonne méthodologie ou une solution pour pallier justement pour améliorer la modération de manière générale? Est-ce que tu penses que c'est une possibilité? C'est une bonne question. Alors, en général, je pense qu'on peut utiliser des briques, des briques différentes, des briques algorithmiques différentes pour les mettre ensemble et c'est un peu ce qu'on fait aussi et améliorer ce type de classification. Après, pour l'instant, on n'a pas, disons, toute la chaîne, c'est-à-dire on n'a pas toutes les briques à mettre un après l'autre pour arriver
du texte simple au texte étiqueté comme étant une opinion. Pour l'instant, on a encore un peu de difficultés là. Et du coup, ça c'est un peu à voir encore. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Nous, on prend des briques et on les utilise au fur et à mesure pour attaquer les différentes problématiques. D'accord, ok. Merci. J'ai encore plein de questions, je vais m'arrêter là. Je vois le regard de Valère qui me juge. Non, mais si jamais les autres questions sont rapidement taries, tu auras le temps de poser une autre question. Mais simplement, comme je vois qu'il y a des questions qui ont été posées dans le fil des discussions et je sais qu'il y a une ou deux personnes qui sont parties déjeuner frustrées de ne pas avoir pu poser leurs questions elles-mêmes. Voilà, je vais juste faire le tour. Alors, j'ai vu qu'il y a 2-3 questions qui sont dans le chat. Alors, ce que je fais, c'est que je vais les lire et puis en même temps, je vous permets d'activer votre micro si jamais vous voulez préciser votre question ou la recontextualiser compte tenu de la discussion qui vient de se tenir. Hein. Donc, voilà, vous pouvez prendre la parole si nécessaire. Donc, on a Hervé Lemaine qui pose une question qui est participé au cycle avant-hier en tant que discutant. Et qui pose évidemment la question, je précise qu'il n'est pas juriste, qui pose la question de l'attribution d'une personnalité juridique à une machine afin de lui attribuer une responsabilité dans l'hypothèse d'un dommage. Alors, il y a un aspect que je ne comprends pas, c'est quel collectif serait impliqué. Mais voilà, Serena n'est pas juriste, mais peut-être que Serena, tu as un avis sur cette question de l'attribution d'une personnalité juridique, ou en tout cas peut-être qu'on te la pose pour savoir un peu quel est ton ressenti. Donc, voilà, est-ce que tu as un avis sur cette thématique de la personnalité juridique? Et Hervé, si tu veux préciser, tu peux. Je vois que ton micro est allumé. Oui, sur la personnalité juridique, en fait, il y a une machine, on prend une voiture qui tue quelqu'un dans la rue, elle est autonome. Donc on lui a conféré une personnalité juridique, donc on peut l'attaquer en justice, mais évidemment c'est pas la voiture. Derrière c'est un ingénieur, c'est une entreprise, c'est l'état de monde en fait. Et donc comment faire? Est-ce que c'est possible d'une part d'attribuer une responsabilité à une machine et ensuite comment on fait pour faire le lien entre la machine et le collectif humain qui a présidé à cette machine? C'est une excellente question. Alors, je n'ai pas eu réponse. Je pense que c'est un peu difficile de donner une personnalité juridique à la machine elle-même. Je dirais plutôt c'est les collectifs. Mais là aussi, est-ce que les niveaux de responsabilité seront les mêmes partout? Et c'est pas évident parce que d'une part, ça dépend dans quelles conditions l'algorithme a été développé. Si c'est juste une personne, si c'est plusieurs personnes qui ont écrit des différents bouts, s'il y a des bouts, comme on disait juste avant, qui ont été pris par d'autres algorithmes, et du coup là, on va impliquer des gens qui n'étaient même pas conscients que leur bout d'algorithme était utilisé dans ces cet algorithme de la voiture autonome, et du coup, ils deviennent responsables pour quelque chose, mais ils avaient écrit ces bouts de texte avant, c'était pas... Là, je pense que c'est assez compliqué. Je n'ai pas vraiment une réponse. D'accord. Je l'ai lu quelque part. Ouais. Et ça suscite là, évidemment la question de la chaîne de responsabilité entre l'entreprise, le détenteur, le propriétaire, la personne qui a utilisé la machine à ce moment-là. Et donc là, c'est vrai que même en contre-juriste, la question des véhicules autonomes, c'est une question que les privatistes notamment essaient d'appréhender depuis quelques années. Mais voilà, je pense que c'est difficile de se projeter parce que... Je peux rajouter... oui, vas-y. Non, juste pour dire, en tant juste très rapidement, ça n'a pas d'intérêt de créer une personnalité juridique pour un véhicule ou une IA, puisque tous les régimes de responsabilité en France peuvent déjà fonctionner sans. Responsabilité du fait des choses, du fait des produits défectueux, même du fait personnel, pour celui qui a programmé l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas besoin de faire une personnalité juridique. On peut déjà engager la responsabilité de tout le collectif, sans grande difficulté. D'accord. Merci. Merci Hervé pour ta question. Alors, Romain, est-ce que tu veux formuler toi-même ta question? Sinon, je la lirai. Mais moi, quand la personne est là, je préfère tant qu'à faire lui donner la parole. Salut Romain. Salut, merci beaucoup pour votre présentation. Oui, moi, ma question portait sur peut-être un élément un peu, un détail de votre présentation. Vous nous avez dit à un moment
les plateformes, lors de la crise sanitaire, avaient dû avoir recours à de nouvelles sources pour venir nourrir les intelligences artificielles chargées de détecter des fausses informations sanitaires, notamment des données issues de journalistes fact-checkers ou de l'OMS, du gouvernement. Et la question que je me posais, c'était comment ça marche techniquement parlant, parce qu'on imagine qu'entre des articles de fact-checking, des rapports de l'OMS ou gouvernementaux, enfin, comment ces données sont très diverses, comment on les utilise pour nourrir des outils d'intelligence artificielle? Voilà, c'était ça ma question. Merci, excellente question. Alors là, alors l'idée est la suivante. On prend ces données, ces textes finalement, et on fait ce que nous on appelle de l'extraction d'informations, notamment guidée par des mots-clés. Et ce qu'il faisait, c'était de considérer ces informations comme étant des informations correctes, comme étant un peu entre guillemets, la vérité. Même si ces informations, après, parfois, ils ont changé, d'accord. Aussi, les avis du gouvernement ont beaucoup changé. Du coup, ce qui était considéré la vérité 2 mois avant n'était plus la vérité 2 mois après. Mais là, l'idée était vraiment de prendre des bouts de phrases qui fournissent les arguments principaux de ces sources, et regarder vraiment la similarité avec les phrases qui étaient proposées sur les réseaux sociaux. Et du coup, s'il y avait écrit, je ne sais pas, l'OMS disait qu'il y avait eu autant de morts dans la journée, et après il y avait quelqu'un qui postait un message, je ne sais pas, tout est faux, il n'y a aucun mort pour les Covid et tout, alors là, c'était un clair, disons, conflit entre les deux informations. Et bien sûr, celle qui était retenue comme étant correcte est celle du gouvernement ou de l'OMS, et l'autre est taguée comme étant de la désinformation. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là quand elle était taguée comme étant des informations? Elle était automatiquement retirée, ou comme vous le disiez, sa visibilité était dégradée? Ça dépend des plateformes, j'imagine? Alors, ça dépend des plateformes, ça dépend de la, disons, entre guillemets, gravité de la situation. En général, ils étaient supprimés. Certaines plateformes, ils ajoutaient plutôt un disclaimer, un petit message disant cette information n'est pas vérifiée, n'est pas fiable, et du coup, il ne faut pas trop, disons, se baser sur cette information, il ne faut pas la relayer, notamment. Mais ça dépend un peu des plateformes. En général, par exemple, Twitter et tout, ils suppriment directement les messages. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Romain. Et puis justement, en écoutant Serena, je me disais que vos interventions étaient vraiment en miroir, parce que tu as abordé certaines de ces questions en début de cycle, et donc c'était très complémentaire, je trouve. Donc merci pour ta question. Alors, ensuite, j'avais vu une question de Martin Huguin. Martin, si vous le souhaitez, vous pouvez activer votre micro pour préciser votre question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me posais la question, en fait, suite à la remarque qui a été faite par Pierre Bordet sur la question: est-ce qu'un jour les algorithmes seront moins biaisés que les humains? Et en fait, est-ce qu'il faudrait arriver à un remplacement? Et je me demandais, en fait, tout simplement, si en matière technique, c'était possible d'avoir un algorithme qui soit totalement dépourvu de biais, dans la mesure où j'ai eu l'occasion, en fait, déjà de regarder un reportage où une chercheuse du MIT disait qu'en fait, les biais algorithmiques résultent souvent de biais des programmeurs, mais sans même que ceux-ci soient nécessairement conscients de l'émission de ces biais dans le processus. Donc, ma question, c'est: est-ce qu'un jour, on pourra réellement coder des algorithmes qui seront totalement neutres et qui n'opéreront aucune forme de discrimination? C'est une très bonne question. Alors, pour l'instant, je pense que ma réponse est plutôt non, parce que, en général, je pense qu'il y aura toujours quelques biais qui peut-être ne conduira pas vraiment à de la discrimination, mais ce sera néanmoins des biais qui vont impacter la décision, peut-être pas d'une façon... parce que nous, on donne toujours une connotation négative au mot biais, d'accord? On parle des biais, du coup, on pense toujours au fait que, je ne sais pas,
Si dans le processus d'embauche, il y a un CV d'un homme, un CV d'une femme, et la femme est âgée entre, je ne sais pas, 30 et 40, alors l'algorithme va préférer l'homme parce que la femme a un âge tel qu'elle elle pourrait vouloir avoir des enfants et du coup, elle va se mettre en arrêt de maladie et tout. Du coup, c'est pas bien pour l'entreprise de l'embaucher. Du coup, ça, c'est des exemples classiques. Hein. C'est possible de virer cela. Ça, c'est quelque chose que je pense on peut virer. Après, les biais, comme vous disiez, sont partout, sont dans les données et sont dans les personnes qui écrivent les algorithmes. Parce que bien sûr, nous tous, c'est nous la source des biais. C'est pas, comme je disais, c'est pas la machine. Et du coup, je pense que c'est très, très difficile d'imaginer de complètement supprimer les biais. Et par ailleurs, il faut se poser la question si on souhaite vraiment supprimer les biais. Parce que, comme je disais, il y a pas mal d'études en sciences cognitives, notamment, qui montrent que les biais sont aussi la façon que nous, on utilise pour prendre des décisions quand on est dans une situation où on est dans un impasse, on ne sait pas vraiment quoi faire. Et finalement, c'est ces biais qui nous font prendre une décision, qui peuvent être une bonne décision ou une mauvaise décision. Et ici, je ne suis pas en train de juger, d'accord? Mais qui nous débloquent, disons. Et du coup, est-ce qu'on souhaite la même chose pour la machine? Oui, non, c'est une question ouverte, je dirais. Merci Martin pour votre question. Alors moi je t'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Je m'interrogeais sur un point en particulier. Et puis après, je crois que Pierre aura peut-être le temps de poser encore une question, vu qu'il n'y en a pas d'autres. C'est sur la question des sources externes qui sont utilisées par les plateformes. Donc en gros, c'est dictionnaire. Il y a 2 jours, on avait Jean Catan du Conseil national du numérique qui nous parlait qui a utilisé l'expression dictionnaire des vulgarités. Et ça nous a tous marqué un peu cette expression. Et moi, j'étais un peu curieux de savoir, je ne sais pas si tu as la réponse, en fait, finalement, quelles sont les différentes entités ou jeux qui sont utilisés par les plateformes pour identifier finalement à la fenêtre d'Overton de ces vulgarités. Tu l'as dit, il faut actualiser régulièrement. Romain Badoir nous expliquait il y a quelques semaines, voilà, dans certains contextes, 88, ça peut être considéré comme une expression nazie, mais comment on le sait à un moment donné, comment on fait pour s'actualiser? Est-ce que tu es en mesure de nous éclairer un peu sur ces entités externes qui vont être mobilisées par les plateformes pour identifier justement cette nouvelle catégorie de vulgarité qui apparaissent une année spécifique, dans un contexte social spécifique? Voilà, l'insulte qui vient d'apparaître et qu'on ne connaissait pas avant et qu'il faut intégrer. Oui, alors c'est une très bonne question. Là, alors, on a une base qui s'appelle 8base, qui est très utilisée parce que c'est aussi multilangue, qui n'est pas mal non plus, parce que ici, on est en train de parler de haine en ligne, mais ce n'est pas la même chose pour toutes les langues. C'est très compliqué de construire des jeux de données pour des langues qui ne sont pas l'anglais, parce que notamment, il faut collecter les données et tout, et nous, on est en train de le faire pour les français, et c'est compliqué. Là, en général, on utilise ces données, là, ces données qui sont mises gérées par des associations en général, des groupes d'associations qui les mettent à jour. On n'a pas de visibilité sur quelles sont les sources de données externes qui sont utilisées par les plateformes. On n'en a aucune. J'ai aucune idée de quels sont ces types. On n'a aucune idée des données, on n'a aucune idée des sources externes, on n'a aucune donnée des algorithmes, rien. On a juste quelques détails qui nous sont élargis, disons, gracieusement à un moment, mais sinon, on n'a rien. Du coup, le problème de ce type de jeux de données, des sources externes, juste qu'il faut, comme je disais, les mettre à jour. Et ça coûte beaucoup en termes de temps, d'engagement, d'études. Et comme après, nous, on souhaite en général avoir des ressources qui sont open source, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, peut les utiliser, c'est un coût qu'il faut aussi soutenir, disons.
Merci beaucoup, c'est bien ce que je soupçonnais, parce qu'il y a quelques semaines, on parlait des tiers de confiance et des signaleurs de confiance qui vont désormais se développer dans le cadre notamment du DSA. Et la crainte que j'avais déjà exprimée, c'était qu'en fait, certaines entités, notamment des associations qui ont des accès privilégiés aux plateformes, leur signalent certains termes, mais que d'autres passent sous le radar. Et tu l'as même tout à l'heure indiqué très justement en disant, bah voilà, l'éloge du groupe haineux implique de savoir que le groupe haineux existe et qu'il représente un danger. Merci beaucoup. Pierre, je te propose de poser peut-être une dernière question, ce qui nous permettra de conclure à l'heure et puis de libérer les personnes qui sont restées jusqu'à présent pour l'heure du déjeuner. Une seule question. C'est terrible, hein, parce que j'en avais deux. Tu organiseras une conférence avec Serena à l'université de C'est ça, Bourgogne pour quand tu poser veux toutes bien. les autres questions. C'est terrible pour moi. Non, je vais partir sur celle-ci. Tant pis pour l'autre. On a beaucoup parlé, enfin, tu as beaucoup parlé de la teneur du message, de l'examen de la teneur du message, du contenu du message, mais effectivement, il y a aussi donc l'émetteur qui est important. Tu parlais dans la conférence d'émetteurs de tiers de confiance, hein, des sources qu'on va utiliser. Alors comment est-ce que tu envisages l'intelligence artificielle, sa programmation pour les sources étatiques, dans le sens où, par exemple, j'allais même jusqu'à dire comment est-ce qu'elle va traiter la désinformation étatique si on lui donne comme prémisse que telle source est une bonne source, donc l'OMS par exemple, mais ça peut être par exemple le compte officiel Twitter du gouvernement français par exemple. Est-ce que il y a un biais positif sur ce compte-là? Est-ce qu'il y a quand même une vérification de l'information? Alors je pense pas au tweet de Donald Trump, hein, je pense de manière générale vraiment à un organisme représentatif de l'État, du gouvernement. Voilà, parce qu'on sait que certains gouvernements ont pu raconter beaucoup de bêtises au début de la pandémie, je ne vais pas en citer, mais comment est-ce que c'est géré? Alors là, je pense que c'est pas un problème pour l'IA. Là, je pense que c'est pas un problème qui nous concerne, nous, les informaticiens. Je pense, parce que là, si c'est une décision, disons, si ces informations sont correctes, si cette source d'information les donne toujours correctes ou pas. Ce qui était le problème pendant la pandémie, c'est ce que tu disais, c'est que là, on a eu et c'est là qui était aussi un peu un enjeu, une discussion, il y a eu des différents comportements des plateformes par rapport à différents gouvernements. Du coup, tu ne peux pas dire, les gouvernements donnent des informations officielles qui sont prises comme étant des bonnes informations correctes. Non, parce que celles du gouvernement français étaient prises comme étant correctes et comme étant une référence. Celles du gouvernement de Bolsonaro n'étaient pas prises de la même façon. Alors, est-ce que ça c'est un biais? C'est qui va décider ça? C'est qui? Ce n'était pas le gouvernement français qui décidait ça, d'accord? Ça a été à un moment décidé par les plateformes. Mais c'est subtil, cette question d'autorité, parce que c'est donné dans les mains d'une boîte qui finalement ne fait pas du bénévolat et ne faisait pas du bénévolat pendant la pandémie non plus. Du coup, ce n'était pas qui faisait ça, dévoiler ces informations correctes et tout, parce que c'était vraiment du bénévolat. C'était parce que ça permettait aussi de collecter d'informations, et ainsi de suite. Du coup, là, c'est dans ce sens-là que je disais, on a remarqué vraiment qu'on a donné une autorité très conséquente à ces plateformes qui finalement sont des acteurs privés avec des business models très clairs. Mais du coup, c'est bien l'absence d'automaticité de la sanction, c'est-à-dire que c'est pas directement le résultat que donne l'IA on va pas appliquer directement une sanction, puisque si c'était le cas, le même tweet prononcé, mis par le gouvernement français et suivi par le gouvernement de Bolsonaro aurait eu la même sanction, donc une suppression par exemple, si ça avait été le même contenu, mais vu qu'il y avait un contrôle humain à la fin, c'est ce contrôle humain qui, du coup, donc il n'y a pas un biais de la machine, il y a bien eu effectivement un biais humain à la fin. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, c'était pas juste sur le message, mais c'était sur la source, qui était considérée comme n'étant pas fiable. Très bien, merci. Je ne vais pas prétendre faire un lien imaginaire avec ma seconde question pour continuer. Je vais rendre la parole. Oui, je te voyais venir en utilisant des techniques pour prolonger ta question, mais je pense qu'on va conclure après cet échange qui était extrêmement riche. Et puis de toute façon, je pense qu'on n'aura pas épuisé la conversation en 1h30, mais en tout cas, ça permet d'aborder un certain nombre de réflexions. Et puis,
Je crois on peut aussi renvoyer aux travaux qui ont été réalisés récemment par Serena Villata, notamment en lien avec notre collègue juriste Célia Zolinski, sur la question de la désinformation en ligne. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport non plus qui doit apparaître bientôt, alors sur un sujet qui n'est pas lié à la modération, mais... Alors, il y a un rapport, le rapport sur la modération en ligne de la désinformation est déjà apparu. Maintenant, il va y avoir un nouveau rapport pour les CSPLA qui va apparaître sur les agents conversationnels et les assistants vocaux. Bon, en tout cas, on a hâte de pouvoir y accéder. Merci beaucoup, Serena. C'était franchement passionnant. Moi, j'ai plein de questions que je te poserai une prochaine fois. Merci à Pierre d'avoir joué le jeu pour animer cette discussion. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont participé à cet échange et qui ont posé des questions. C'était vraiment très intéressant. Donc, si Serena nous donne le feu vert, on mettra cette vidéo en ligne pour les personnes qui n'ont pas pu voir la fin de la conférence. Et voilà, donc je retrouve certains d'entre vous tout à l'heure à 16h pour la fin du cycle avec Dia Kaeli qui est Senior Case and Policy Manager à l'Oversight Board de Meta Facebook depuis quelques jours. Je l'ai sollicité avant qu'elle travaille pour l'Oversight Board et qui va surtout nous parler justement de la modération des contenus terroristes, violents et extrêmes. Donc il y a un lien logique avec ce dont nous venons de discuter et qui va s'interroger sur la manière dont justement l'automatisation de cette modération peut porter atteinte aux droits fondamentaux et à la liberté d'expression. Donc voilà, il y a le lien s'il y en a qui souhaitent s'inscrire, il y a le lien qui est dans la fenêtre de discussion. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de semaine et encore une fois, merci beaucoup Serena, Pierre, pour cette discussion et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.